Vous avez un bon niveau en français, mais vous n'arrivez pas à atteindre le C1, C2 à la compréhension écrite au TCF Canada. Dans cette vidéo, je vous offre une correction ciblée et commentée des 13 questions de niveau C1, C2 de la compréhension écrite. Et de cette façon-là, vous aurez plus de confiance en vous et plus de clarté dans la façon dans laquelle vous abordez ce type de questions. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, moi je suis Wafash TV, et enseignante au niveau universitaire à Montréal, experte au TCF Canada. J'ai aidé plusieurs personnes à atteindre le niveau C1, C2 au TCF Canada et je suis certifiée en programmation neurolinguistique de la part du Centre québécois de PNL. Donc, je vous offre à travers ma chaîne une formation gratuite et ciblée et bien organisée pour atteindre le niveau C1, C2 au TCF Canada et pour réaliser votre rêve d'immigrer au Canada ou d'étudier au Canada. Alors, si vous aimez la formation que j'offre à vous, donc je serai reconnaissante si vous likez cette vidéo et si vous vous abonnez à ma chaîne. De cette façon, j'aurai plus de courage à préparer plus de vidéos et avoir la volonté d'atteindre plus de personnes qui veulent atteindre le niveau C1, C2 au TCF Canada. Alors, on va commencer la correction ciblée qui va vous aider à être parfaitement à l'aise le jour de l'examen au TCF Canada. Alors, on va commencer par le premier texte. Comme on a dit déjà dans les stratégies de compréhension écrite, on commence par lire la question. Pourquoi le droit à l'oubli sur Internet est-il important? Maintenant, je vais lire le texte en me concentrant sur le sens ou les phrases qui vont me donner une idée sur la bonne réponse. On va lire le texte ensemble. Le droit à l'oubli sur Internet est fondamental. Aujourd'hui, Internet nous expose à des risques en mettant à portée d'institutions ou d'entreprises des informations personnelles que nous avons oubliées ou que nous souhaitons oublier. Or, l'oubli, autant que la mémoire, est essentiel à l'humain pour être capable d'agir et de fonctionner dans le présent. Un spécialiste de la question propose une solution. Si les gens ont envie de sauvegarder des informations les concernant, ils y attacheront une date d'expiration. Les citoyens doivent choisir eux-mêmes ce qui, de leur information personnelle, sera retenu ou effacé. Cela ne doit pas résulter du choix de grosses sociétés ou de gouvernements. Un petit rappel, c'est que les questions de C1, C2, ce sont des questions d'interprétation, c'est-à-dire ce sont des questions qui portent sur le sens de la globalité du texte. C'est pourquoi vous n'attendez pas que vous allez trouver une information précise dans le texte ou une phrase qui vous donne la réponse d'une façon précise. C'est pourquoi on va essayer de déduire le sens général du texte. Dans le texte, on voit que les citoyens ou les citoyens ont le droit de choisir eux-mêmes si leurs informations personnelles doivent être sauvegardées sur Internet ou non. Et lorsqu'on dit information personnelle, c'est-à-dire c'est la vie personnelle ou la vie privée de chacun de nous. Donc, c'est pourquoi on va passer maintenant à lire les réponses et on va essayer de trouver parmi ces réponses laquelle qui va avec le contenu du texte. Les trois réponses. A, pour aider à faire le deuil du passé. B, pour alléger le stockage des données. C, pour faire obstacle aux multinationales. D, pour rester maître de sa vie privée.
Donc, vous remarquez que D est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que dans D, on trouve pour rester maître de sa vie privée, c'est-à-dire pour euh, conserver sa vie privée, pour laisser sa vie privée sécurisée. Donc, c'est ça la bonne réponse. Et vous remarquez très bien que les termes de la réponse n'existent pas nécessairement dans le texte. C'est pourquoi on ne doit pas chercher les termes, des termes exacts qui existent dans la réponse, dans le texte. Texte 2, la question: quel danger représentent ces déchets? Le texte: une étude récente révèle que la concentration de déchets plastiques flottant à la surface du Pacifique Nord a été multipliée par 100 en 40 ans. Ce constat émis par les pêcheurs en haute mer est alarmant car cette pollution a des conséquences écologiques. La gigantesque plaque de déchets flottant sur l'océan Pacifique, épais par endroits de plusieurs dizaines de mètres, constitue un milieu favorable à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau. Cet insecte est en train de se multiplier dans le Pacifique Nord. Si la densité des plastiques continue à augmenter, certaines espèces pourraient continuer à se multiplier, risquant de déséquilibrer l'écosystème du Pacifique. Donc, en lisant le texte, on comprend très bien que qu'on parle du danger des déchets en plastique sur le Pacifique, l'océan Pacifique et surtout sur l'écosystème du Pacifique. L'écosystème, c'est-à-dire la faune et la flore. La faune, c'est-à-dire les poissons, toute la richesse qui existe des espèces vivantes dans le Pacifique. Et la flore, bien sûr, tout ce qui est les algues, les plantes, tout ce qui est plantes dans le Pacifique. Donc, c'est ça le sens global du texte. Maintenant, on va chercher dans les réponses, une réponse qui va avec ce sens. Et toujours méfiez-vous des réponses qui contiennent les mêmes termes de texte. En général, ces réponses constituent des pièges parce que ceux qui ont proposé l'examen, ils connaissent très bien que les candidats qui ne sont pas C1, C2, ils vont directement chercher les mêmes termes qui existent dans le texte euh, pour trouver la bonne réponse. Alors que C1, C2, c'est pas ça. Il ne doit pas fonctionner de cette façon-là. Donc maintenant, on va lire les réponses. Quel danger représentent ces déchets? Un obstacle pour les bateaux de pêche, un réchauffement dramatique des eaux, un risque d'intoxication des populations du Pacifique, une diminution de la diversité de la faune océanique. Donc la bonne réponse c'est D. Pourquoi la bonne réponse c'est D? C'est parce que la diminution, c'est-à-dire c'est parmi les conséquences de ce danger-là, la diversité de la faune océanique. La faune océanique, comme on a dit, ça fait partie de l'écosystème de l'océan. Et lorsqu'on dit écosystème, on dit faune et flore. C'est pourquoi la bonne réponse c'est D, parce qu'elle elle contient l'expression la faune océanique. La faune océanique renvoie à l'écosystème de l'océan. On lit la question. Quel est l'objectif des élèves de seconde? Le texte. Les jeunes du lycée professionnel hôtelier Paul Valéry ont des idées. Afin de pallier la faiblesse des moyens de l'éducation nationale pour financer leur voyage d'études, ils n'arrêtent pas de mobiliser les bonnes volontés à coup d'initiatives originales et qui font mouche. Après l'exemple donné par les terminales de restauration qui proposent un repas tout citron pour un voyage d'études à Barcelone, c'est au tour
des élèves de seconde de battre le rappel. Ceux-ci bénéficieront des retombées d'un vide-grenier organisé par le Lyon Club pour boucler le budget de leur voyage d'études en Corse à la rentrée. Donc, on comprend à travers le texte que les élèves de seconde, leur objectif est de trouver suffisamment de l'argent pour avoir un bon budget pour leur voyage d'études en Corse à la rentrée. Donc, c'est pour ça ils ont organisé tout cet événement. Maintenant, on va passer aux réponses. A. Élaborer le budget de leur voyage à Barcelone. Gagner de l'argent pour payer leur séjour. Montrer aux autres classes leur talent culinaire. Soutenir le futur projet des élèves de terminale. La bonne réponse, c'est gagner de l'argent pour payer le séjour. Par exemple, un candidat peut, par exemple, deviner que la bonne réponse, c'est élaborer le budget de leur voyage à Barcelone. Pourquoi? Parce que il voit que le terme, le budget, qui existe à la fois dans la réponse et dans le texte. Et celui-là peut l'induire à l'erreur s'il pense de cette façon-là, c'est de chercher les mêmes termes dans le texte et dans la réponse. Alors que lorsqu'on lit le texte, on trouve que leur objectif, c'est pas de élaborer le budget, mais c'est de trouver de l'argent pour, euh, pour le budget et pour financer leur voyage d'études en Corse à la rentrée. Et aussi, c'est en Corse, c'est pas à Barcelone. Donc, vous voyez que lorsqu'on vous lisez les réponses, méfiez-vous des termes utilisés dans les réponses. Ne cherchez pas les mêmes termes, mais cherchez le même sens qui existe dans le texte. On lit la question. Dans cet extrait, qu'apprend-on sur les acheteurs? On lit le texte. Les gens empilaient les objets dans les chariots de métal avec frénésie. Ils avaient des visages sérieux, contractés, et leurs paupières battaient de façon anormalement lente. Les femmes tendaient les mains vers les étals. On aurait dit que les gens ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Comment l'auraient-ils su? Ce n'était pas eux qui saisissaient la marchandise, c'est la marchandise qui se collait d'elle-même à leurs mains. Elle entrait directement dans les caddies. La nourriture n'était plus que des formes, études couleurs. Les yeux dévoraient les couleurs rouges, blanches, vertes, oranges. Les yeux avaient faim de sphères et de pyramides, faim de plastique lisse et de capsules de fer blanc. Donc, ce qu'on comprend au travers le texte, c'est que le texte, il parle de la société de consommation, une société où les consommateurs sont hypnotisés par la diversité des marchandises, la diversité des aliments et des couleurs. Ils sont ébahis par la diversité de ces couleurs. Donc, on va essayer de chercher euh, ce même sens dans les réponses. Les réponses A, ils donnent l'impression de vénérer les produits. B, ils ont l'air éblouis par le gigantisme des magasins. Ils paraissent manipulés par une force supérieure. Ils semblent perdus dans le labyrinthe des rayons. Donc, vous remarquez que les réponses euh, se ressemblent. On a l'impression que les quatre réponses ont le même sens. Mais lorsqu'on se concentre un peu, on trouve qu'il y a des nuances de sens qui forment la différence entre toutes ces réponses. Par exemple, A, il donne l'impression de vénérer les produits. Donc, ça se voit que c'est pas la bonne réponse. B, ils ont l'air éblouis par le gigantisme des magasins. C'est vrai que les consommateurs, ils sont éblouis, mais c'est pas par le gigantisme des magasins, mais par les couleurs, par
l'attirance des couleurs, de la diversité des couleurs, par les lumières, par le décor des produits. Donc, c'est pas le gigantisme des magasins. Maintenant, c'est ils paraissent manipulés par une force supérieure. C'est-à-dire, et comme si ils sont hypnotisés, comme si ils sont guidés malgré eux, pour prendre les produits, pour acheter les produits. Et c'est ça le sens du texte. Les consommateurs, ils semblent être privés de leur raison. Ils n'ont pas de raison à réfléchir ou à penser est-ce qu'ils ont besoin de ces produits ou non. Donc, c'est pour ça on a l'impression qu'ils sont manipulés par une force supérieure, qu'ils sont hypnotisés. Et vous remarquez que dans le texte, on a l'expression ce n'était pas eux qui saisissaient la marchandise, c'est la marchandise qui se collait d'elle-même à leurs mains, elle entrait directement dans les caddies. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas la décision, ils ne détiennent pas le choix d'acheter ou non, c'est les marchandises qui détiennent le pouvoir sur les consommateurs. Et D, il semble perdu dans le labyrinthe des rayons. Aussi, c'est pas la bonne réponse parce que le texte, il ne parle pas des personnes qui sont perdues dans le labyrinthe des rayons. Il ne semble pas être perdu. Il semble être des personnes qui connaissent très bien le schéma du magasin. Donc, c'est pourquoi ils ne sont pas, ça ne constitue pas la bonne réponse. On lit la question. Qu'est-ce que les scientifiques ont découvert concernant le manque de sommeil? Le texte. Ne pas assez dormir plusieurs nuits de suite perturbe tout le monde s'en rend compte. Ce qui est moins visible, c'est comment cela affecte notre santé. Des scientifiques ont montré que le manque de sommeil modifiait l'intensité de l'activité de plus de 700 gènes, parmi eux ceux liés au stress et à la lutte contre les maladies. Mais ils ne peuvent encore dire si ces modifications des gènes sont une réponse de court terme et sans danger à un sommeil de mauvaise qualité, un signe d'adaptation du corps à la privation du sommeil ou un danger potentiel pour la santé. Donc, le sens général du texte, c'est que le sommeil a des impacts sur la santé de l'être humain et surtout sur les gènes. Donc, regardez la phrase. Des scientifiques ont montré que le manque de sommeil modifiait l'intensité de l'activité de plus de 700 gènes. Donc, lorsqu'on dit gènes, on parle de la génétique de l'être humain. Maintenant, on passe aux réponses. Les réponses sont la gestion du stress est difficile, B, la santé est mise en péril, le corps est moins réactif, le système génétique est affecté. De même, pour ce texte, on remarque que les réponses, presque, ils ont le même sens, mais il y a quelques nuances qui font la différence entre toutes ces réponses. Et la bonne réponse est D. Pourquoi? Parce qu'elle parle du système génétique. Et pourquoi c'est la bonne réponse aussi? Parce que dans le texte, on donne un exemple de système génétique qui est 700 gènes qui sont modifiés. Donc c'est vrai, on parle de l'impact du manque de sommeil sur la santé du corps en général, mais dans ce texte, on précise qu'il s'agit de système génétique. Et vous remarquez que il n'y a pas dans le texte le terme, le système génétique, mais il y a le mot les gènes. Donc, les gènes, ça renvoie au système génétique, c'est pourquoi D est la bonne réponse. La question, à quelles difficultés se heurtent les spécialistes? Le texte, solitude, conflit avec les parents, difficultés scolaires, les adolescents peuvent se confier sur des sites spécialisés où leur parole sera prise en compte. Fil Santé Jeune a vu ses visites augmenter de 313% ces dernières années. De l'autre côté de l'écran,
Animateurs et psychologues s'efforcent de maintenir le contact et de prolonger la discussion. L'entreprise est délicate puisque les regards et les gestes ne peuvent être pris en compte par le professionnel. Le réconfort naît aussi et peut-être avant tout des autres internautes qui vivent une situation similaire. Donc, dans ce texte, on remarque que c'est un texte qui parle de la vie des adolescents et l'intérêt qu'a les spécialistes sur cette catégorie de la population et quel est l'impact de ces spécialistes sur ces adolescents. On va passer aux réponses. La première réponse, c'est l'absence totale des signes visuels de langage, l'opposition des familles à leur intervention, la nécessité de modérer le ton des échanges, les nombreuses remarques des participants. La bonne réponse, c'est A. Donc, pourquoi la bonne réponse, c'est A? Parce que les spécialistes trouvent du mal à se communiquer avec ces adolescents et à trouver une réaction active de la part de ces adolescents. Donc, vous voyez, regardez dans le texte, on a la phrase de l'autre côté de l'écran, animateurs et psychologues s'efforcent, c'est-à-dire ils trouvent de mal, c'est pas facile pour eux de maintenir le contact et de prolonger la discussion. Ils ont mal à tenir long une discussion avec un adolescent. C'est pourquoi la bonne réponse est l'absence totale des signes visuels de langage, c'est-à-dire absence de langage ou absence de communication entre les spécialistes et les adolescents. La question, comment la perception des événements permet-elle d'accéder au bonheur? Texte. Méthode originale, la psychologie narrative propose les clés d'un nouvel art de vivre pour renoncer définitivement aux comportements susceptibles de brider notre propension au bonheur. Cette pratique, loin de vanter le bienfait de vaines chimères, repose sur une prise de conscience, celle que le monde tel que je le pense n'est pas tel que je le vis. Le travestissement de la réalité est incessant. Il y a d'un côté la réalité des faits et de l'autre ma représentation, explique Yves-Alexandre Talman. Avec notre cerveau, nous passons notre temps à organiser les liens de cause à effet de façon à ce que ça prenne une signification à nos yeux. Or, selon la psychologue, la manière dont nous appréhendons les choses détermine davantage notre qualité de vie que les événements eux-mêmes. À ce titre, nos représentations mentales ont donc la capacité de nous procurer une vie plus agréable. Donc, le sens global du texte, donc, il parle de notre perception aux événements. C'est la façon de comprendre l'événement, ça détermine notre sentiment ou notre perception sentimentale à cet événement, que ce soit c'est un événement qui procure le bonheur ou il procure le malheur. Maintenant, on va passer aux réponses. Ah, si on les prend en compte avec lucidité, si on les remodèle à travers l'imagination, si on modifie la façon dont on les perçoit, si on recherche leur signification profonde. Vous remarquez très bien que euh, l- les textes commencent à devenir plus difficiles et que les réponses commencent à devenir plus proches qu'avant. Parce que moi, en tant que candidat, par exemple, si je lis les quatre réponses, il me semble que les quatre réponses sont de bonnes réponses. Donc, c'est celui-là qui me donne un sens de confusion pour chercher la bonne réponse. Mais si je me concentre un peu, je remarque que dans la réponse C, il y a le verbe si on modifie la façon dont on les perçoit. C'est-à-dire si euh,
je modifie ma façon à voir l'événement, ça, son impact sur mon état psychologique va être modifié. Et si je vois l'événement d'une façon négative, ça aura un impact négatif sur mon humeur, si on peut le dire. Et si je le vois d'une façon positive, ça va avoir un impact positif sur mon humeur. Et c'est ça le sens du texte. Par exemple, euh, lorsqu'on relit le texte, on voit, on trouve des phrases qui le montrent. Par exemple, la manière dont nous appréhendons les choses détermine davantage notre qualité de vie que les événements eux-mêmes. À ce titre, nos représentations mentales ont donc la capacité de nous procurer une vie plus agréable. Donc, si on modifie notre façon de percevoir les événements ou les choses, notre sentiment envers ces événements va être changé. Sur quel point porte la critique négative faute à ce livre? Texte. Le fait du roi, un roman d'Atonon. C'est l'histoire d'un homme qui prend l'identité d'un autre mort en se glissant dans sa peau, dans sa vie, dans sa maison. Rien ne sert de raconter l'intrigue de ce roman tant elle est simple et sans surprise. L'écriture de l'auteur reste cependant toujours aussi piquante et agréable à lire. Le héros principal, quant à lui, est dépeint avec une certaine profondeur. Donc, on remarque que d'abord, la question, elle porte sur un point de critique. Donc, on va chercher dans le texte un point de critique. Le seul point de critique, c'est que euh, l'intrigue L'intrigue ne sert à rien, rien ne sert de raconter l'intrigue de ce roman, tant elle est simple et sans surprise. L'intrigue, c'est quoi? C'est le problème qui existe dans les événements, dans la succession des événements, on l'appelle l'intrigue. Donc, pour l'auteur de ce texte, il est inutile de parler de l'intrigue parce qu'elle est trop simple et sans surprise. On va voir dans les réponses si on trouve une réponse qui parle de l'intrigue et des événements. La réponse A, la description du personnage, la longueur du texte, la qualité de l'écriture, le déroulement des événements. La bonne réponse, c'est le déroulement des événements. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a lu le texte, on a remarqué que le seul point négatif de ce roman est la simplicité de l'intrigue et que cette intrigue ne représente pas une surprise. Et lorsqu'on dit une intrigue, ça fait partie du déroulement des événements. C'est pourquoi que le déroulement des événements, c'est la bonne réponse. Donc, vous remarquez que on commence à avoir des textes et des questions plus complexes et plus difficiles qu'avant. La question, pourquoi Virginie Sassoon est-elle choquée par les exercices proposés dans la classe de sa fille? Le texte, Monsieur et Madame Martin n'ont pas un emploi du temps également captivant. Quand Monsieur se rend au travail, Madame manie l'aspirateur. Quand il est au bureau, elle achète des surgelés au supermarché. Quand il se cale devant la télé, l'épouse modèle se colle au fourneau, une illustration exhumée d'un manuel des années 1950. Non, les images d'un exercice pour une classe de CP afin de comprendre la simultanéité en étudiant les moments de la journée d'une famille. Quand Virginie Sassoon est tombée sur ce document ultra stéréotypé dans le classeur de sa fille, cette maman est tombée dans des nues. Cette maman est tombée des nues. Cette fiche dévoile une forme de violence symbolique qui persiste dans notre société et qui relève, selon moi, de la responsabilité collective. On va lire les réponses. A. Ils correspondent à des programmes scolaires obsolètes. B. Ils méconnaissent l'existence des familles recomposées.
C, il représente un partage sexiste des tâches dans le couple. Il se moque du quotidien des personnes sans emploi. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. La question, quel est le résultat de l'expérience présentée dans cet article? Texte. Des chercheurs mettent en doute l'idée répandue que la langue que nous parlons influence notre façon de penser. Ils présentent une recherche sur l'ordre des mots dans la phrase sujet, verbe, objet pour certaines langues, sujet, objet, verbe pour d'autres. Leurs 40 sujets, locuteurs d'anglais, d'espagnol, de mandarin, de turc, ont décrit des séquences vidéo dans leur langue d'abord, puis en utilisant des gestes. Si les descriptions verbales différaient dans l'ordre des mots selon les langues, les descriptions faites avec les mains reprenaient toutes le même ordre sujet, objet, verbe, suivant celui des langues des signes inventées par des locuteurs sourds. Donc, on remarque que le sens du texte euh, porte sur une expérience faite par les chercheurs qui montre que même si la structure de la phrase est différente dans toutes les langues, mais lorsqu'on vient de s'exprimer par les gestes, toujours on adopte la même structure qui est sujet, objet, verbe, peu importe la langue dans laquelle on parle. On va regarder les réponses. A. Les gestes révéleraient systématiquement la langue maternelle des locuteurs. B. Il existerait un ordre universel de la pensée indépendant de l'ordre linguistique. C. Il y aurait autant de façons de penser que de structures de langue différentes. D. Les structures des langues seraient dépendantes de notre expérience du monde. La bonne réponse, c'est B. Pourquoi? Parce que en faisant l'expérience, on a découvert que peu importe la langue du locuteur, lorsqu'il décide d'exprimer son idée sous forme des gestes, il adopte le même ordre. Euh, donc, celui-là fait que il y a un ordre universel de la pensée, peu importe la langue maternelle du locuteur. Et c'est ça la réponse B. Donc, vous remarquez aussi pour ce texte, le mot ordre universel de la pensée n'existe pas dans le texte, mais on le comprend implicitement à travers la lecture du texte. La question, quel constat est dressé sur les jeux vidéo? Texte, sexistes les jeux vidéo? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, à parcourir les allées de la Paris Games Week, l'œil avisé aura lui-même bien du mal à trouver un personnage principal féminin de jeux vidéo. Il y a bien la célébrissime Lara Croft du jeu vidéo Tomb Raider aux attributs particulièrement imposants conçus presque sur mesure plaire à masculin. Pour le reste, circuler, il n'y a presque rien d'autre à voir si l'on balaye d'un coup de manette de jeu, au mieux les princesses à sauver, au pire les call girls de mafioso. Pourtant, l'industrie du jeu vidéo a pris conscience ces dernières années du potentiel du marché des joueuses. Donc, le sens global du texte porte sur l'absence des, des héros ou des héroïnes dans les jeux vidéo. Lorsqu'on trouve une fille ou une héroïne dans le jeu vidéo, ça sera une princesse à sauver ou au pire une parmi les call girls de mafioso. Donc, on va regarder les réponses. A. La quasi-absence d'héroïne, l'appel constant à la violence. C. L'atténuation des clichés. B. L'uniformité des scénarios. Donc, c'est clair que la bonne réponse, c'est A. La quasi-absence de l'héroïne.
Déjà, c'est mentionné dans le texte. C'est vrai qu'on ne trouve pas dans le texte le mot héroïne et le mot quasi-absence, mais c'est clair à partir euh, euh, du texte qu'il s'agit de la bonne réponse. La question, pourquoi peut-on dire que l'UNESCO est active dans le domaine d'éthique? Texte, les technologies de l'information et de la communication TIC sont de plus en plus utilisées et adoptées de façon variable par les établissements d'enseignement supérieur à travers le monde. L'éthique apparaît autant comme une prestation en présence sur le campus que comme un enseignement ouvert et à distance. Les actions de l'UNESCO se concentrent sur l'aide aux États membres afin de développer des politiques durables dans le domaine d'éthique, dans l'enseignement supérieur. Les plans d'action et les investissements positifs en matière de TIC sont clairement bénéfiques pour les institutions d'enseignement supérieur IES. Meute si les TIC n'ont pas remplacé les modes d'apprentissage ou d'enseignement classiques tels que les salles de classe. Pour la réponse, A, parce qu'elle finance les programmes de développement d'éthique, parce qu'elle organise des débats entre États membres sur l'éthique, parce qu'elle sensibilise les établissements d'enseignement aux TIC, parce qu'elle habilite les formateurs à l'utilisation d'éthique. Donc, c'est clair que A est la bonne réponse parce qu'elle finance les programmes de développement du TIC. La question, que permet la structure d'entreprise présentée? Texte, travailler avec son mari ou son petit ami, sa sœur ou sa mère n'est pas une punition pour tout le monde. Pour certains, c'est même la condition du bien-être professionnel. Si cette idée évoquait jadis une petite entreprise conservatrice, transmise de père en fils, aujourd'hui, travailler en famille relève de réalités très différentes. Critères retenus, confiance, valeurs et goût commun, et surtout besoin de réaliser ses projets plutôt que ceux des autres. Depuis toujours, la majorité des entreprises en France, toutes tailles confondues, sont familiales et de plus en plus de créations sont le fait de femmes. Ce sont d'ailleurs des entreprises où l'on vit mieux et qui durent plus longtemps que les autres. Aujourd'hui, la création d'une entreprise est plus souvent motivée par le désir d'assurer un travail à ses enfants ou d'échapper à des structures jugées déshumanisantes. Donc, que permet la structure d'entreprise présentée? À travers le texte, on comprend que l'entreprise familiale a des avantages et a des points forts qui peuvent procurer le bien-être professionnel. Donc, on va regarder les réponses. A, de concrétiser des objets personnels, de fonctionner dans un cadre innovant, de limiter la répartition des gains, de renforcer les liens entre les générations. C'est de concrétiser des objets personnels. Texte, question. Que soutient l'auteur de ce texte à propos du contrôle? Texte. Le contrôle en toute matière aboutit à pervertir l'action. Dès qu'une action est soumise à un contrôle, le but profond de celui qui agit n'est plus l'action, mais la prévision du contrôle, la mise en échec des moyens de contrôle. Le contrôle des études n'est qu'un cas particulier, une démonstration éclatante de cette observation très générale. Le diplôme donne à la société un fantôme de garantie et aux diplômés des fantômes de droit. Le diplômé passe officiellement pour détenir un savoir, il garde toute sa vie ce brevet d'une science momentanée. C'est pour accéder au diplôme qu'on a vu se substituer à la lecture des auteurs. L'usage des résumés, des manuels, des recueils de questions et de réponses toutes faites et autres abominations. On va passer aux réponses. A. Il contribue à améliorer les méthodes d'apprentissage.
B, il est indispensable pour accéder au monde professionnel. C, il permet de certifier les compétences réelles d'un candidat. D, il perturbe le processus d'acquisition des connaissances. Donc la bonne réponse, c'est D, il perturbe le processus d'acquisition des connaissances. Alors, de cette façon-là, on a répondu à 13 questions du niveau C1, C2 de la compréhension écrite de DCF Canada. Si vous êtes à ce niveau de la vidéo, c'est-à-dire vous avez essayé de répondre à toutes les questions, je vous remercie que vous avez euh, tenu à répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas à m'écrire sous forme de commentaires combien de réponses avez-vous répondu et surtout combien de bonnes réponses vous avez données. Comme ça, vous aurez l'occasion de vous évaluer et bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire lesquels des textes vous avez trouvé plus difficiles que l'autre et lequel des thèmes il est plus difficile à aborder que les autres. Je vous remercie pour votre attention à ma vidéo et à la prochaine vidéo.